Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme chaque soir, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien d'actu sur 8 Mont-Blanc. Bienvenue dans Accès Direct, votre émission en direct à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir ou à questionner nos invités. Tout ça, c'est grâce au hashtag Accès Direct. Au sommaire, ce soir, nous parlerons du Chablais avec la nouvelle présidente du SIAC, Géraldine Fliguer, qui sera avec nous d'ici quelques minutes. Sans oublier, comme chaque lundi, Sébastien Germain qui viendra avec lui des sportifs, des organisateurs de compétitions internationales, Émilie Vernier, Cécile Ronja. Puis en fin d'émission, nous aurons également par Skype l'organisateur, le président du comité d'organisation du Bol d'Or qui a lieu ce week-end. C'est dans quelques minutes. Bienvenue dans cette émission. Et on commence comme chaque fois avec les titres de l'actu. Ce soir, c'est Kim qui s'y colle. Et Kim, avec toi, on va parler d'un triste anniversaire, celui des 10 ans du désastre d'Allinges. C'est ça, en fait, samedi, donc le 2 juin, ça a fait 10 ans. Parce que le 2 juin 2008, il y a eu la collision, comme tu peux le savoir, entre le train et le car scolaire, qui a provoqué le décès de 7 collégiens. Donc des familles, enfin l'association Sourire des Anges a organisé une marche du souvenir. Et puis on part avec un autre reportage ensuite, celui de Jean-Paul Crespi qui s'est dirigé vers une EHPAD. Oui, alors donc il est parti à l'EHPAD La Prairie à Thonon-les-Bains. Donc en fait ils ont acheté un triporteur qui est un vélo en assistance électrique qui peut transporter des fauteuils roulants et pour emmener les résidents pour faire une petite balade. C'est la liberté pour tous les résidents de l'EHPAD, ça on n'en doute pas. Pendant que je te tiens, on va continuer avec la revue de presse et toi aujourd'hui tu vas nous parler de prix de l'immobilier en Suisse. Et oui, attention les oreilles, parce qu'en fait, il y a une statistique qui a été organisée par l'organisation, enfin par l'Observatoire statistique des transfrontaliers. Donc, cette statistique dit révèle le prix moyen d'un appartement neuf à Genève. Donc, attention. Donc, il faut compter 8 490 € pour le mètre carré. Ouais, c'est pas mal. Donc, pour une personne qui veut acheter un appartement de 50 mètres carrés, il faut compter environ 430 000 €. Oui, il me reste encore quelques mois de salaire pour économiser pour avoir 1 mètre carré. Et en fait, il faut savoir aussi que Genève, c'est la 3e ville la plus chère, avec Hong Kong, Oslo ou encore Séoul. Ça fait relativiser, c'est bien pour ça qu'on parle des frontaliers notamment. Et je suis sûr qu'on va en revenir avec la présidente du SIAC qui sera avec nous d'ici quelques minutes. Et un autre article, celui du meilleur pâtissier qui serait peut-être caché à Annemasse. Et oui, parce qu'en fait, Sébastien Lesage, donc en fait, c'est un pâtissier qui est à Annemasse, va participer avec 3 autres personnes, notamment Nicolas Guillaume, le chef de laboratoire de sa pâtisserie, et Pierrick Chalamel, qui est un autre pâtissier. Donc tous les 3, ils vont participer ce soir pour le premier épisode du meilleur pâtissier sur M6. Et on leur souhaite plein de réussite. À noter que d'autres pâtissiers s'étaient déjà illustrés de nos pays de Savoie, notamment dans cette belle émission. Je salue, j'en profite, Alexis Saifi de la boulangerie du Mont-Saxonnais qui était allé assez loin dans cette compétition, comme quoi il y a plein de talents cachés chez nous. Et un petit plus, vous pouvez retrouver aussi donc l'interview complet des 3 participants dans un article qui a été publié dans le Messager. Ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Et toi, du coup, il y a un nageur qui est un petit peu particulier, courageux, si on peut dire. Alors, à la base, j'étais parti pour vous faire une petite revue de presse sur le pari fou de Benoît Lecomte, ce nageur français qu'on commence à bien connaître, qui se lance ces jours-ci dans la traversée de l'océan Pacifique à la nage. Déjà, il faut être un peu cramé. 8800 km pour sensibiliser le monde à la menace du plastique dans les milieux marins. Mais au moment où je suis arrivé sur l'article, comme quoi ces 2 enfants avaient pour projet de l'accompagner à la nage, donc sur les 100 premiers mètres, sur son périple de 8800 km, je me suis dit qu'il y avait mieux. Et notamment un autre article qui est également de la Tribune de Genève, qui nous relate l'épopée d'un enfant de 5 ans qui a faussé compagnie à sa tante dimanche matin dans les rues d'Annemasse pour prendre un bus tout seul et se retrouver à Genève. Une belle surfroide pour la famille qui est donc allée le récupérer côté suisse, de l'autre côté de la frontière, au poste de police d'Epaki. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle d'une autre jeune fille de 7 ans qui en octobre dernier avait été signalée disparue au centre-ville de Genève et qui avait été retrouvée déjà embarqué dans un avion qui quittait le pays. Donc c'est vrai qu'à l'heure des libres circulations des personnes, je veux bien que ce soit un petit peu plus relâche, mais bon, à la douane, s'il ne voit même pas un enfant en bas âge passer tout seul, alors que moi, juste pour faire une soirée, je me fais fouiller aller et retour, alors que j'ai une voiture de Logoté 8 Mont-Blanc, il y a des questions à se poser. Merci beaucoup Kim, on se retrouve en fin d'édition, avec un peu de chance, si Dieu le veut, pour le rappel des titres. Mais
Ah oui, j'avais une autre revue de presse, mais bon, c'est pas grave. Écoute, je vais la faire tout seul, hein, parce qu'on est fou. Merci beaucoup, en régie, de me l'avoir rappelé. On reste avec les enfants en bas âge et un autre article du Dauphiné libéré, et cette fois du côté de Chambéry, avec une école maternelle des Châtaigniers qui a été victime de vandalisme dimanche soir. La police a pris les malfaiteurs la main dans le sac de bonbons. Bah oui, parce que la bande de fautifs était âgée de 9 à 11 ans et qui avait pour but de voler des infrastructures, des fournitures scolaires, des bonbons. D'ailleurs, ils en avaient encore plein les poches quand les forces de l'ordre les ont appréhendés. Ils ont été remis à leurs parents. La directrice de l'établissement n'a pas encore porté plainte car, je cite, les dégâts ne seraient que très peu importants. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette revue de presse et j'accueille tout de suite notre invitée du jour, Madame la Présidente du SIAC. Géraldine Fliguer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Vous êtes donc la nouvelle présidente du SIAC, du syndicat intercommunal de l'aménagement du Chablais. Juste déjà dans le nom, c'est tout un dossier déjà bien évocateur. Vous avez été élu donc en avril dernier, fin mars. Donc le temps de se mettre justement au travail avec, comme on le disait, beaucoup de travaux sur l'aménagement du Chablais, à commencer par cette fameuse Madeleine de Proust, cette fameux désenclavement du Chablais, l'axe Mailly-Tonon dont on parle depuis des années et des années. Alors concrètement, j'imagine que vous avez saisi tout le dossier à bras-le-corps. Aujourd'hui, justement, actualité, début de la DUP, de l'enquête publique. Concrètement, quel est votre sentiment déjà sur ce dossier? Est-ce que ça avance concrètement? Oui, alors on en parle depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, 4 juin, il y a une chance extraordinaire, c'est qu'il faut pousser ce dossier. S'ouvre l'enquête publique dans le cadre de la DUP. C'est l'opportunité historique d'enfin voir réaliser cette autoroute qui est absolument nécessaire pour le Chablais. Et tous les élus du Chablais unanimes ont porté un schéma multimodal dans lequel s'insère cette autoroute à l'unanimité et vont porter ce projet de territoire et le déposer dans le cadre de l'enquête publique pour témoigner l'engagement, le soutien fort des élus du Chablais en faveur de cette autoroute. Bon, c'est un dossier sur lequel on réfléchit presque depuis les années 80, qui a engendré un nombre de freins incalculables concrètement. Aujourd'hui, c'est fini, tout est relâché, on peut y aller vraiment ? Je pense qu'on peut y aller. J'entends parfois dire que c'est un projet pour la voiture et pas pour les autres modes. C'est faux. Aujourd'hui, le Chablais a besoin de cette autoroute aussi pour développer les modes de transport collectif. Aujourd'hui, par exemple, il est quasiment impossible de développer un réseau de bus performant sur la route départementale 1005 ou sur les différentes routes secondaires parce que c'est complètement bouché. Et donc, il y a besoin de cette autoroute pour remettre les voitures à leur place et développer les autres modes. Il ne faut pas opposer les modes. Par ailleurs, les élus du Chablais, les collectivités investissent dans le CEVA aux côtés des différents partenaires pour la mobilité ferroviaire. Et c'est tout un concept d'ensemble que l'on doit promouvoir. C'est ce que l'on s'est engagé à faire. On le citait la semaine dernière avec M. Bernas qui était à votre place justement. L'autorité environnementale avait au début d'année été assez cinglante sur le dossier, disant qu'il y avait beaucoup, notamment d'axes qui n'avaient pas forcément été réfléchis, le covoiturage, etc. On en est où concrètement aujourd'hui ? Aujourd'hui, on aura des réponses à donner à l'autorité environnementale dans le cadre de l'enquête publique. Le schéma multimodal dont je parlais en fait partie. Le schéma de cohérence territoriale du Chablais à venir cet automne en fera partie pour démontrer à l'autorité environnementale que non, ce projet a une pertinence dans son insertion multimodale par le projet d'aménagement du territoire qui est porté par les élus. Et je pense que ces arguments vont peser pour pouvoir rassurer toutes et tous sur le fait que c'est un projet nécessaire et qui va aussi amener un respect pour l'environnement et le développement des autres formes de mobilité. Vous parliez d'un schéma multimodal, c'est vrai que cet axe Mailly-Tonon, il est sur toutes les langues, il est dans tous les esprits, mais il fait partie d'un tout, d'un SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Aujourd'hui, c'est un vrai dossier pour toutes les communes du Chablais. Il faut pouvoir travailler ensemble, finalement, pour ne parler qu'une seule voix. Tout à fait, pour parler qu'une seule voix, pour porter un vrai projet assumé de développement de notre territoire, de désenclavement, on vient de le dire, mais aussi de développement économique pour renforcer l'économie productive dans le Chablais, pas dépendre seulement de l'économie liée à la réalité transfrontalière et aussi à ses avantages, mais développer l'économie productive, développer le tourisme. Là aussi, on a besoin d'une mobilité modernisée,
améliorer aussi le rapport qu'on a avec la nature, notre environnement. C'est tous ces grands équilibres entre l'Est, l'Ouest, le bas, le haut de notre territoire, les stations, les grandes villes, que se doit justement de réaliser le schéma de cohérence territoriale. C'est une belle ambition pour le Chablais et on souhaite pouvoir y aboutir pour la fin de l'année et là aussi pour venir soutenir le projet de désenclavement. Vous le disiez, c'est vrai que quand on pense cohérence territoriale, on pense aux axes routiers, on pense à l'urbanisme, au tourisme. Mais c'est vrai que le Chablais, c'est aussi 51% du territoire qui est couvert par des forêts. La forêt et la valorisation de la forêt, pour vous, c'est également un axe majeur. Tout à fait, c'est un axe sur lequel travaille le SIAC en partenariat avec la région, l'Union européenne, dans le cadre d'un programme LEADER. Le Chablais, le nom vient même de l'exploitation des forêts, des chables. Quel beau symbole pour valoriser à la fois une énergie renouvelable, une exploitation des forêts qui soit durable, qui permette aussi de lutter contre les risques, de protéger la ressource en eau. C'est tout ceci qu'il y a autour de ce projet d'intégration de la filière bois-énergie dans le Chablais. Et voilà, en partenariat avec les différentes instances intercommunales, aussi les exploitants forestiers. C'est un très très beau projet pour notre territoire. J'imagine que ça fait justement beaucoup de monde avec lesquels négocier, à écouter et à prendre en compte beaucoup d'arguments qui ne sont pas forcément concordants. Comment on arrive finalement à mettre tout le monde autour de la table? Je crois que le SIAC, c'est vraiment sa vocation, c'est de faire dialoguer les différentes entités de la société civile du Chablais, les différentes instances intercommunales, avec vraiment toute la diversité. On a la chance d'avoir un territoire d'une extrême diversité avec des montagnes, le lac, le littoral, voilà, des zones urbaines, des stations de montagne, des espaces naturels incroyables, des paysages magnifiques. Et effectivement, ça nécessite de bien mesurer ces équilibres et puis de dialoguer, beaucoup de dialogue. C'est le rôle du SIAC. Il y a une grosse dépense aussi qui va être mise sur les contrats de rivière des Dranses et de l'Est lémanique. Alors ça a été signé un petit peu avant votre arrivée, ça date de septembre 2017. Et là, je lisais 23 millions d'euros sur 5 ans, c'est énormissime comme dépense. Pourquoi les rivières, et notamment la Drance et l'Est lémanique, méritent autant d'argent? Bien, je crois que d'abord pour lutter contre les risques naturels et les impacts désastreux, on est dans un contexte, on le sait aujourd'hui, où on mesure les impacts du changement climatique et où l'on se doit d'avoir des nouveaux outils pour faire face à ces impacts, que ce soit sur la variation du débit des cours d'eau selon les saisons, qui n'est plus la même qu'avant, que ce soit la gestion des risques, des orages intenses ou de la fonte précoce des neiges. Et tout cela, on a besoin d'un instrument fort et ça, c'est ce qu'amène le contrat de rivière. Et puis aussi, on a besoin de mieux penser la biodiversité sur nos territoires, de redonner de la place à la nature dans les rivières pour l'épanouissement de la faune et de la flore. Et là aussi, il y a besoin de beaucoup de dialogue entre les différents acteurs qui partagent ce bassin versant. C'est vrai que quand on pense au Chablais, on pense tout de suite à l'axe Douvaine, Bouchon, etc. Mais ça veut dire qu'à terme, les petites communes comme Novelle, par exemple, pourront pouvoir circuler toute l'année sans craindre les avalanches, les coulées de neige, les coulées de boue, etc. Tout à fait. Une commune comme Novelle a pleinement sa place effectivement dans le Chablais. C'est une commune du haut du territoire, comme dans le haut du bassin des Dranses, des bassins des Dranses. Et c'est bien ces interdépendances-là entre le haut et le bas que met en exergue le contrat de rivière et pas simplement l'axe est-ouest qui marque, lui, les enjeux de mobilité. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de disparités quand même dans le territoire. En prenant des communes qui sont très riches, les Châtels, avec les stations de ski, jusqu'à Novelle justement dont on parlait, qui est vraiment à la limite frontière franco-suisse, mais perdu un peu sur les hauteurs de Sage-à-Golf, sans offense pour nos collègues de Novelle qui nous écoutent, j'en suis sûr. Comment on arrive finalement à tirer une seule ligne de texte qui va contenter tout le monde, justement, alors que finalement tout... Déjà, il faut bien voir que le SIAC, c'est quelque part une instance qui est au service d'organes très importants que sont les instances intercommunales. Thonon Agglomération, la communauté de communes du Pays d'Évian, de la Vallée d'Abondance, la communauté de communes du Haut-Chablais, c'est elles qui font tout ce lien territorial de proximité entre les communes, tant pour le développement économique, pour l'aménagement du territoire,
proches, les plans locaux d'urbanisme et autres. Et le SIAC, lui, est là pour ensuite veiller à la solidarité à l'échelle du Chablais dans son ensemble. Et donc, c'est bien ces différents niveaux de solidarité qu'il s'agit de mettre en cohérence pour que chaque commune puisse effectivement trouver sa place. Comme maire d'une petite commune, aujourd'hui présidente du SIAC, mais avant tout maire d'une petite commune, je suis très attachée à cette question des solidarités territoriales. Géraldine Fliguer, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce Merci. plateau et de me répondre à toutes mes questions. Je vous en prie, merci. Je vous laisse repartir en régie pour accueillir notre monsieur sport Sébastien Germain lui-même qui va nous parler de beaucoup de sport. C'est tout de suite, c'est l'instant sport. Salut Seb. Salut Manu. Bon alors avec toi je vois que tu es déjà bien accompagné et on va commencer dans le vif du sujet avec Émilie Vernier. Bonjour. Bonjour. Alors Émilie Vernier, donc, vous êtes apnéiste, anécienne de surcroît, et vous venez de disputer le championnat de France d'apnée FFSEM à Montluçon avec à la clé un titre de vice-championne du monde, de vice-championne de France. Oui, de France. Pour C'est déjà l'instant, pas le mal. monde, On c'est pas imagine encore- qu'il y a une grosse fierté. Bon résultat. Il y a une fierté dans le sens où l'année dernière j'étais championne de France. Cette année je suis vice-championne de France, mais le niveau a évolué comme dans tout sport. Donc garder sa place c'est pas forcément évident. Donc je suis contente parce qu'au combiné des épreuves, s'il y a 3 épreuves, j'arrive quand même à améliorer mon résultat de l'année dernière. Donc Alors justement, pour nous éclairer, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'apnée, comment ça se passe? Vous l'avez dit, il y avait 3 épreuves différentes. Alors, Et c'est 3 un épreuves. classement combiné au final? C'est ça, alors il y a 3 épreuves. Il y a l'apnée statique, où le but c'est de rester le plus longtemps possible à la surface de l'eau sans respirer. Il y a l'apnée dynamique avec palme, c'est celle qu'on voyait là à l'écran, où on a soit une monopalme, soit des bipalmes. Donc moi je le fais en monopalme. Et il y a l'apnée dynamique sans palme, donc c'est on va dire une brasse coulée sous l'eau. Et pour les 2 dynamiques, c'est la distance qui va compter, donc c'est le plus d'aller-retour, de bassin de 25 ou de 50 mètres, ça dépend des piscines. Alors une saison 2018 particulièrement réussie, 4 victoires, 2 titres de vice-championne de France. Réussi sur tous les points parce que j'ai amélioré ce qu'on appelle nos max, c'est-à-dire mes distances. J'ai réussi à améliorer mes distances, ma technique, en statique aussi. Donc c'est une évolution constante sur les 3 disciplines depuis l'année dernière et les années précédentes. Donc grande satisfaction. Justement, pour avoir un petit ordre d'idée, ça correspond à quoi vos records, vos max? Alors Pour qu'on se fasse un petit peu... En apnée statique, j'ai déjà fait 6 minutes 17. Donc là, cette année, j'étais à 6 minutes. C'est le temps qu'il me faut pour une cigarette. Voilà. En dynamique avec palme, j'ai fait 189 mètres. Donc c'est quasiment 4 allers-retours de bassin de 50 mètres. Et en apnée dynamique sans palme, j'ai fait 148 mètres en bassin de 25. Donc voilà, quasiment le mur des 150. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être dans la forme de vie, sportivement parlant? Il y a des hauts, il y a des bas, que ce soit le physique ou le mental, parce que c'est un sport qui est très mental. Il n'y a pas que le physique. Donc il y a des moments où on se sent en pleine forme et on sait qu'on est à l'heure du rendez-vous. Et puis il y a des jours où on se sent fatigué. Et puis c'est là où il faut aller chercher ses limites sans trop les dépasser pour réussir son épreuve, quoi, tout simplement. C'est une question que j'ai déjà posée à Stéphane Toureau, que vous connaissez bien, qu'on connaît bien. À quoi on pense quand on est sous l'eau? Est-ce qu'on pense à quelque chose déjà? Alors j'essaye de penser à rien. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. C'est-à-dire, vu qu'on est dans l'élément de l'eau, moi j'essaye d'écouter l'eau. Forcément, il y a des bruits autour parce qu'on est entouré de juges et d'apnéistes de sécurité qui sont là pour juger notre performance et nous sécuriser aussi. Donc quand on est en apnée statique, on entend un peu ce qui se passe autour. En apnée dynamique, on est vraiment en immersion. Donc éventuellement, s'il y a un speaker qui parle au micro, on peut entendre. Mais on est vraiment plutôt dans sa bulle à écouter ses propres sensations intérieures, s'auto-motiver, s'auto-suggérer pour ne pas dépasser ses limites et sortir propre. Donc non, je pense à ma performance. Et puis quand ça devient dur, je me dis, allez, j'arrive bientôt à la fin, ça y est, après c'est fini. Et je sais que je serai contente du résultat si je valide ma performance. Vous l'avez dit tout à l'heure en début d'interview, ça se joue énormément dans la tête. Quelle est la proportion du côté de l'aspect mental? On va dire que moi, en tout cas, les premiers 50, 75 mètres en dynamique, je suis dans le physique, je sais que ça reste une zone encore de confort.
À partir de 75 mètres, je commence à rentrer dans une phase où mon corps a envie de respirer. Physiquement, ça commence aussi à devenir plus dur. Donc là, c'est le mental qui prend le relais à ce moment-là. En statique, ça va plutôt se situer autour des 3 minutes 30 pour ma part. C'est pas tout le monde est pareil. Où je vais basculer dans une phase, ce qu'on appelle soit de travail, soit de lutte. C'est un peu moins sexy, lutte, mais c'est un peu ça, d'arriver à se dire je l'ai déjà fait, je vais y arriver et arriver à s'automotiver toute seule, ou on peut être accompagné d'un coach en statique qui peut nous parler ou nous motiver à ce moment-là. Vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'apnée? Alors moi, je suis plongeuse bouteille à la base. Je suis monitrice fédérale de plongée bouteille. Et quand je passais mes niveaux de plongée bouteille, j'ai eu besoin d'apprendre l'apnée. Et en fait, à la base, c'était du pur loisir. Et puis, j'y suis restée. Et première année ou deuxième année, j'ai commencé à faire une compétition interne au club. Et puis depuis, j'ai plus quitté. Rapidement, les prochains objectifs, fin du mois de juin, championnat du monde cette fois-ci. Championnat du côté monde. de Belgrade en Serbie. En Serbie. Vous y allez avec quelles ambitions? Alors, j'y vais avec l'ambition de... J'ai déjà fait des mondiaux il y a 2 ans, c'était en Finlande, de faire aussi bien, voire mieux si je peux. Mes performances, je les ai améliorées depuis. Sur le niveau international, c'est peut-être un peu prématuré de dire que j'ai une place sur les podiums, mais en tout cas, défendre ma place nationale à l'international. J'y vais en tant qu'expérience aussi. C'est le moment de se tester. Quand on est sur le circuit national, on a envie d'aller jusqu'au bout des manches de Coupe de France, des championnats de France. Donc on essaye peut-être d'en garder un peu sous le pied. Là, pour le coup, c'est peut-être l'occasion d'aller un peu plus loin et de tester des choses que je pense avoir en moi, mais que j'espère réaliser lors de ces mondiaux. Je suis désolé, on va devoir enchaîner. On est un petit peu à la bourre sur les timings. Merci en tout cas. On rappelle donc la date des championnats du monde. 23 juin et au 1er juillet. On est avec vous Voilà. en tout cas. C'est gentil, Merci beaucoup, Merci beaucoup en tout cas. d'avoir été avec nous. On enchaîne avec notre nouvelle invitée, Cécile Ronja. Installez-vous sur ce canapé. S'il vous plaît. Alors Cécile, on va parler avec vous d'un événement qui aura lieu en 2020, fin août. Fin août, du 24 au 31 août. Les championnats du monde de Dragon Boat. Les championnats du monde des clubs de Dragon Boat, c'est ça. Avant toute chose, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, le Dragon Boat, qu'est-ce que c'est? Alors le Dragon Boat, c'est un sport de navigation à pagaie. C'est un sport ancestral, même millénaire, d'origine asiatique. Comme on le voit à l'image, c'est un grand bateau d'une douzaine de mètres de long, équipé d'une tête et d'une queue de dragon, avec 20 pagayeurs pour le propulser, un barreur derrière pour diriger l'embarcation et un tambour pour donner la cadence. Comment est-ce que vous avez réussi à obtenir l'organisation de cette compétition d'envergure? Alors c'est une organisation qui s'est mise en place déjà depuis octobre 2017. On est allé en Chine présenter la candidature de la ville d'Aix-les-Bains pour l'organisation des championnats du monde. Et à cette occasion-là, la Fédération internationale de Dragon Boat a fait le choix entre plusieurs organisateurs et a délivré les championnats à la ville d'Aix-les-Bains, donc pour la tenue en 2020. Alors ça se tiendra du côté du lac du Bourget, j'imagine? Oui, voilà, tout à fait, sur l'esplanade. Est-ce qu'il y a un secteur précis déjà, on sait où? Oui, tout à fait. Ce sera là, comme on le voit sur l'image, sur l'esplanade, là où se tient Musilac, par exemple. D'accord. Parce que c'est un bassin nautique formidable pour la pratique de ce sport. On a toutes les distances qu'on va pouvoir faire sur un circuit de 500 mètres. Donc visuellement, pour les spectateurs, ils seront là, ils auront le spectacle devant les yeux. Et on aura 3 distances de course. Le sprint de 200 mètres, le 500 mètres et le 2000 mètres qui se fait en boucle autour d'un circuit de 500 mètres. Cette épreuve, elle a plus vocation à avoir lieu sur le lac du Bourget par rapport au lac d'Annecy? Alors le lac du Bourget, il se prête parfaitement parce qu'il a une grande longueur longiligne qui est idéale pour la pratique de ce sport. On va tout droit, à part sur le 2000 mètres où on tourne. Et du coup, là, avec cette grande ligne droite, c'est absolument fabuleux. Il y a l'esplanade qui se prête aussi au spectacle parce que le Dragon Boat, c'est pas seulement un sport sur l'eau, mais c'est aussi un vrai show parce on va avoir près de 50 bateaux sur l'eau, avec les têtes, les queues de dragon, des pagayeurs très engagés. C'est un sport physiquement qui demande quand même un engagement important. Les tambours en cadence. Sur la terre, il y aura une cérémonie d'ouverture avec lancer de fleurs, danse du dragon. Donc c'est quelque chose, même visuellement, si on habite Aix-les-Bains, les environs, c'est quelque chose qu'il faut venir voir rien que pour le show. Qui est-ce qui va participer à cette compétition? Vous avez dit tout à l'heure, championnat du monde des clubs? Des clubs, voilà. Championnat du monde des clubs, donc c'est les clubs du monde entier. Ça va représenter à peu près 30 pays. Du monde entier, avec une présence européenne évidemment, asiatique beaucoup, USA, Canada, Australie, majoritairement toutes ces nations qui sont vraiment des grosses nations de Dragon Boat. Et puis on aura à peu près 6000 athlètes
pendant 10 jours, dont 6 de course. Donc une grosse logistique. Une 6 000 énorme athlètes. logistique, une énorme logistique, autant en termes d'organisation, de mise en place de bassins, de bateaux, mais aussi pour la ville d'Aix-les-Bains et l'Office du tourisme qui nous accompagne, d'hébergement évidemment pour tous ces athlètes. Si je peux me permettre, des compétitions comme celle-ci, justement, ça peut aider à mettre en place et également davantage de clubs, à faire connaître un peu plus cette discipline qui est un peu confidentielle encore aujourd'hui. C'est une superbe vitrine, voilà. Oui, un peu confidentiel, mais on se rend compte aussi qu'il commence à avoir un petit peu d'expansion. Il y a un vrai engouement, en fait, c'est une discipline millénaire. En Asie, on pratique ça depuis 2000 ans. Il y a 50 millions de pratiquants en Asie. Donc c'est énorme. On en a 100 000 en Grande-Bretagne. Donc il y a vraiment un engouement. Oui, en France, on est dans des mesures un petit peu plus confidentielles, mais c'est un sport qui est en développement. Il est arrivé sur le territoire dans les années 90. Il est vraiment porté en France par les Dragon Ladies, qui sont des associations de femmes atteintes d'un cancer du sein, qui pagaient pour la rémission. On en avait parlé, il me semble. Voilà. Et elles sont vraiment porteuses de ce sport, qui a donc des valeurs extrêmement bienveillantes et de cohésion. Et du coup, c'est en développement, et un événement comme celui-là, mais c'est la vitrine parfaite pour nos territoires de Savoie également, pour le sport et puis pour toutes les valeurs qu'il porte. Vraiment la cohésion, la solidarité, la bienveillance. Dans ce sport-là, il n'y a pas de star, comme par exemple au foot où on a un attaquant et c'est lui qui va marquer. Ici, il n'y a pas de star. Les 20 sont aussi importants, qu'on soit à l'avant, au milieu ou à la fin du bateau. On a tous son rôle à jouer et ça, c'est des valeurs nobles pour le sport. Ouais. Merci beaucoup, Cécile. J'imagine qu'on viendra vous faire un tour du côté du Absolument. lac d'Aiguebelette du lac du Bourget en 2020. Et on va encore attendre quelques minutes parce qu'on me fait signe en régie qu'on n'a pas encore notre dernier Skype qu'on attend d'ici quelques minutes. Du coup, j'ai encore une question. Voilà. Une telle organisation, on l'a vu, une grosse logistique. On est à quoi, 2 ans de l'échéance. J'imagine que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé depuis l'obtention de la candidature, donc fin octobre 2017. Ça a déjà commencé. Effectivement, il y a déjà, avec la ville d'Aix-les-Bains, avec la ville du tourisme, plein de choses qui se mettent en place. Au niveau organisation, c'est déjà aussi des équipes. Donc, il y a vraiment une grosse structure, une machine qui va avancer comme ça progressivement. Là, on en est aux prémices, mais ça va aller croissant jusqu'à 2020, où là, ça sera vraiment l'année de l'apothéose. Et puis, on espère une manifestation qui donnera non seulement un focus sur les Pays de Savoie, sur ce sport, et puis qui pourra éventuellement diriger les gens dans les clubs pour tester et découvrir le Dragon Boat. Ouais. J'imagine que, question déjà bête, je sais qu'elle est bête avant de la poser, mais 6 000 personnes, il y aura forcément des équipes françaises. C'est l'occasion aussi de supporter les clubs locaux. Il y aura des clubs locaux, certainement, bien sûr. Je pense notamment au club d'Annecy, qui bien sûr sera représenté sur ces championnats. Et puis, pour tous les gens qui veulent soutenir, il y aura cette petite inclinaison française, mais il y aura aussi beaucoup de spectacles, et je pense notamment aux nations asiatiques, qui ont un niveau de pratique absolument excellent. Et visuellement, c'est époustouflant. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, s'immerger dans le Dragon Boat avec cette compétition-là, c'est juste le must. Merci beaucoup. Merci à vous. Cécile Ronja d'avoir été avec Merci. nous. Et tout de suite, justement, merci beaucoup Seb. Salut Manu. À bientôt. On va parler tout de suite de nautisme toujours avec le Bol d'Or, la 80e édition de la plus grosse régate en eau fermée du monde. C'est ce week-end. Ce sera diffusé sur notre antenne. Mais tout de suite, pour vous mettre dans l'ambiance, je vous propose un petit best-of de quelques belles images.
très belles images qui font déjà frissonner la 80e édition du Bol d'Or Mirabeau. C'est donc ce week-end sur le Léman. D'ailleurs, une très belle BD a été sortie pour l'occasion à consulter. On vous en reparlera cette semaine. Si bien sûr on arrive à avoir Rodolphe Gauthier, l'organisateur, le président du comité d'organisation du Bol d'Or. Il devait être par Skype avec nous ce soir. Mais bon, ce n'est que partie remise. Ce sont les aléas du direct. Ce qui m'amène tout de suite à cette fin d'émission. C'est déjà fini. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel accès direct. D'ici là, passez une très bonne soirée. Tout de suite, c'est le JT avec Kimberley Trivio. Et nous, on se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc. Bonne soirée.